Alors, rebonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette rencontre. Je voulais vous annoncer que malheureusement, on a le regret de ne pas avoir François Sureau avec nous, qui a annulé pour des raisons familiales graves. Donc, il ne sera pas là. Mais on a la joie d'avoir avec nous Caroline Eliachev et de la voir d'une certaine manière toute seule aussi, comme je viens de le lui dire, pendant 1h15. Je trouve que c'est malgré tout pas mal, parce que avoir seulement une demi-heure pour parler avec chacun des deux, ça me posait un peu des soucis, parce qu'il y a énormément de questions à poser sur leur lien avec ces deux auteurs. Alors peut-être commencer tout simplement par une rapide introduction. Elle est née Sophie Rostopchine, mais on la connaît mieux, pas vous, non, mais on la connaît mieux sous le nom de comtesse de Ségur. Et ce qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'importance que son œuvre et sa vie ont eue sur la vie de notre invitée, Caroline Eliachev. Finalement, ce que la compagnie d'un auteur, d'une écrivaine, d'un poète, dans le cas de François Sureau avec Apollinaire, fait à notre existence, c'est ce que cherche à déchiffrer la collection Ma vie avec, dirigée donc par François Sureau chez Gallimard. Et c'est cette part d'intime dans le compagnonnage entre une auteure et sa lectrice, parce que c'était elle, la comtesse de Ségur, et parce que c'était moi, Caroline Eliachev, que nous avons le bonheur de pouvoir creuser avec Caroline Eliachev. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et pédopsychiatre, et l'auteur de nombreux ouvrages, de quelques scénarios aussi. Parmi les ouvrages, je citerai simplement La famille dans tous ses états et Françoise Dolto, Une journée particulière. Alors peut-être commencer cet entretien par quasiment une question d'enquête. Hein. Quand et où avez-vous lu La comtesse de Ségur pour la première fois ? Ça marche ? Voilà, quand j'étais petite, je pense à partir de 5 ans probablement, pendant quelques années, et puis ensuite j'ai tout oublié, comme la plupart des gens probablement qui... Vous m'entendez ? D'accord, je vais rapprocher le micro davantage. Oui, je pense à partir de 5 ans, à partir du moment où d'abord j'ai fait semblant de lire, puis ensuite j'ai su lire, mais jusqu'à, je ne sais pas, probablement 8-9 ans. Est-ce que quelqu'un ici n'a jamais lu La comtesse de Ségur ? Est-ce que quelqu'un l'a relu adulte ? Il n'y a pas beaucoup de monde. Voilà, donc c'est des livres qu'on lit enfant et puis qu'on laisse de côté, comme la plupart des livres qu'on a lus enfant, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs des livres qu'on lit à l'adolescence, avec parfois avidité quand on est un lecteur, et qu'on relit plus tard. Les livres d'enfance, apparemment, moi je ne les avais pas relus, et ici il y a une personne qui a levé la main, donc qui a relu l'œuvre de la comtesse de Ségur. Et pour vous, c'est un souvenir donc d'enfance, et c'est un souvenir, j'avais posé la question parce que vous le décrivez dans votre livre et que ça nous concerne tous, c'est le souvenir surtout d'une tranche de livres roses sur le bord, alors que chez vous, il y avait dans votre bibliothèque de filles des livres de la bibliothèque rose, chez votre frère, les livres de la bibliothèque verte. Oui, c'était comme ça, mais en réalité, alors j'avais tous les livres de la comtesse de Ségur, je pense, j'avais beaucoup de livres de la bibliothèque rose, mais au départ, la bibliothèque rose n'était pas destinée aux filles, elle était destinée aux garçons et aux filles. Et voilà, donc la partition. Ensuite, il y a eu la bibliothèque verte, mais c'était tout à fait autre chose. Mais au départ, la bibliothèque rose, c'était la couleur destinée aux enfants, pas forcément aux filles. Et donc, tranchons tout de suite le débat sur la question de est-ce que les livres de la comtesse de Ségur sont des livres pour petites filles et pour enfants, ou est-ce que c'est plus large et éventuellement pour garçons et pour adultes ? Écoutez, il y a beaucoup de clichés en fait, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment vous dire ça ? Chez moi, il y avait une immense bibliothèque. Il y avait des milliers de livres. Et je pouvais lire absolument tout ce que je voulais, sans être absolument guidée, c'est-à-dire que j'avais accès à tout. Et les livres que je prenais, généralement, je les dévorais et j'y comprenais rien.
Mais il n'y avait aucune interdiction de lecture et j'étais pas non plus guidée dans mes lectures. Et je pense que c'est un énorme avantage. C'est-à-dire que dire qu'il y a des livres pour enfants, des livres pour adultes, des livres qui sont défendus, des livres qu'il faut lire à tel âge, voilà, moi je connais pas ça. Et j'apprécie de ne pas l'avoir connu. Alors, est-ce que la comtesse de Ségur, elle a écrit en principe, j'ai bien en principe, elle écrivait pour ses petits-enfants. En réalité, elle écrivait pour gagner sa vie. Ce qui est tout à fait inhabituel à cette époque-là. Et puis, évidemment, les livres que l'on... Alors, il n'y avait pas de littérature enfantine à l'époque. Elle est une des premières, elle n'était pas la seule, la Bibliothèque Rose, mais elle est une des premières classées dans ce domaine de la littérature pour enfants. Et donc, les livres que l'on donnait aux enfants ou que l'on lisait aux enfants étaient bien entendu lus par les adultes. Et puisque la comtesse de Ségur écrivait pour ses petits-enfants, c'est bien entendu ces enfants devenus adultes qui la lisaient également. Puis les instituteurs et les pédagogues de l'époque. Et donc, quand je l'ai lue petite, je l'ai lue comme on lit quand on est enfant, et même adulte d'ailleurs, c'est-à-dire qu'elle s'adressait à moi. Je pouvais m'identifier alternativement aux gentils, aux méchants, etc., etc. Quand je l'ai relu, ou plutôt lu toute l'œuvre adulte, je l'ai lue également comme si elle s'adressait à moi, c'est-à-dire à moi adulte. Adulte, et puis le métier que j'exerce, etc., etc. Et donc je me suis demandé qu'est-ce qu'elle veut me dire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle veut dire aux adultes qui l'ont lu, en principe pour savoir si ces livres étaient lisibles, s'il n'y avait rien qu'on ne pouvait dire aux enfants. Voilà, donc c'est deux lectures complètement différentes, et évidemment c'est ça qui m'a intéressée. Alors, on voit qu'il y a déjà plusieurs pistes qui sont lancées. Il y a une piste que vous venez d'ouvrir, donc de toute façon, on va la garder pendant à peu près tout l'entretien, mais qui est celle du métier que vous pratiquez et du rapport qu'il peut y avoir avec les thèmes qu'entretient la comtesse de Ségur dans son œuvre, et notamment la question de l'éducation et des rapports parents-enfants. Quand vous l'avez relu avec ce bagage-là, j'allais dire ? Avec ce bagage, oui, bien sûr, parce que c'est ce que je suis, c'est mon métier, etc. Mais je l'ai relu un petit peu, enfin, j'ai essayé de le lire un petit peu naïvement. Et alors, première chose, on peut lire maintenant les œuvres complètes, qui sont en 3 tomes dans la collection bouquins. Et premièrement, j'ai découvert une œuvre. C'est-à-dire que quand on les lit enfants, on les lit l'un après l'autre dans des petits livres pour enfants, etc. Je veux dire, on ne conçoit pas que c'est une œuvre. Voilà, ça c'est une première chose. Et puis, je dois dire que j'ai eu des émotions intenses, les larmes aux yeux, etc. Alors probablement comme quand j'étais enfant, je m'en souviens plus très bien, mais c'est incroyablement émouvant. Alors, en quoi c'est une œuvre ? C'est une œuvre parce qu'il y a des personnages dont on se souvient, Camille, Madeleine, la mère Macmiche, un bon petit diable d'Illois le cheminot, le général Dourakine, etc. Il y a des personnages qu'on suit de livre en livre. Il y a, alors c'est assez amusant parce que dans les premiers livres, les enfants sont jeunes, ils ont 5 ou 6 ans, et vers la fin, il n'y a plus d'enfants du tout. Quand on lit les dernières œuvres, c'est l'essor du capitalisme, etc., etc. Ça n'a plus rien à voir. Donc on voit une œuvre en progrès, si je puis dire, et la comtesse de Ségur était évidemment très attentive, je crois, à ce qui se passait politiquement autour d'elle. Ces derniers livres sont des livres sur le capitalisme naissant, et c'est pas du tout des livres pour enfants. Il y a quelque chose qui apparaît tout de suite, et d'ailleurs votre livre est construit sous la forme suivante. D'abord, il y a un aspect vraiment biographique de la vie de Sophie Rotopchine. Oui, parce qu'on ne sait pas grand-chose. Moi, je ne savais rien. Si vous voulez, pour vous dire à quel point j'étais ignorante, pour moi, dans mon imaginaire, la comtesse de Ségur, je voyais absolument pas qui c'était. Et comtesse de Ségur ou marquise de Sévigné, franchement... Je suis pas tout à fait sûre, enfin j'aurais pu vous dire en réfléchissant un petit peu que c'était pas les mêmes, mais à peine. Donc c'est vous dire d'où je viens. C'est pour ça que ça m'a paru important et finalement passionnant de reprendre des éléments de sa biographie. Ouais, quand on vous lit et quand on reprend les éléments de cette biographie, il y a quelque chose qui
ressort particulièrement, c'est l'importance de la relation mère-fille. Et donc, pas on peut seulement. dire... Non, pas seulement, bien entendu. On viendra aussi sur le reste, ne vous inquiétez pas, mais notamment, on apprend beaucoup de choses sur la relation de la comtesse de Ségur avec sa mère. Oui, alors je voudrais dire quelque chose par rapport à la question que vous posiez avant. C'est pas du tout une psychanalyse de la comtesse de Ségur, mais pas du tout. D'abord, je n'aime pas cet exercice, je ne le fais pas, et donc il s'agissait pour moi d'essayer de voir quel était le discours sous-jacent qu'elle adressait aux adultes, à travers des histoires, évidemment, des histoires d'enfants, à travers un style, puisqu'elle a un style très particulier, puisque ce sont des dialogues qui alternent, en majorité des dialogues qui alternent avec un récit, et là aussi elle innove. Quand je dis c'est une œuvre, sur le plan du style, elle innove également. Voilà, donc c'est pas du tout une psychanalyse de la comtesse de Ségur. C'était quoi votre question ? Ma question était sur... on a quand même du mal à comprendre les rapports l'œuvre avec ses si on parents. ne se souvient pas un petit peu de la relation qu'elle a eue aussi avec sa mère. Elle est née en Russie. Elle a un père, Fedor Rostopchine, dont elle était manifestement la préférée. Je crois qu'elle est la 3e ou la 4e enfant. Et puis elle a une mère qui est un personnage extrêmement curieux. Je me suis demandé qu'est-ce qui a, parce que Fedor Rostopchine l'a choisi. Il avait la possibilité d'épouser à peu près toutes les jeunes filles mariables de l'époque. Il l'a choisi. Et elle était déjà extrêmement froide, pas forcément très belle, mais enfin, les critères de l'époque sont pas forcément les mêmes, donc il ne faut pas juger là-dessus. Et elle est devenue assez rapidement une fanatique religieuse, c'est-à-dire qu'elle s'est convertie au catholicisme et elle est devenue véritablement une fanatique. Mais même avant de se convertir, elle avait un mode d'éducation assez spécial, on va dire. Aujourd'hui, on dirait maltraitant, mais il faut pas. Je pense qu'à l'époque, la plupart des enfants étaient élevés de façon rude. Nous sommes en Russie, en plus, où c'était pas non plus très tendre. Et donc, Sophie, enfant, a souffert du froid. Il faisait moins 60 degrés et elle était habillée légèrement. Elle a souffert de la faim parce qu'elle avait très peu à manger et qu'elle n'avait pas le droit de manger entre les repas. Elle avait soif parce que l'été, il fait 40 degrés et qu'elle n'avait pas le droit de boire. Voilà, donc une éducation à la dure. Et à côté de ça, cette femme apprenait à ses enfants plusieurs langues, dont le français, mais pas le russe, qui était la langue des serfs. Voilà, le père assistait à ça. Il n'était pas forcément d'accord, mais n'est jamais intervenu. Elle a eu une éducation plus rude que celle de ses frères et sœurs, qui étaient à la fois plus soumis ou malades. Donc ça protège quand même. Elle, pas du tout. Elle était très vivante, très désobéissante aussi, très curieuse, plutôt curieuse que désobéissante. Et donc, elle a subi vraiment les foudres de sa mère. Et elle va essayer de prendre le contre-pied dans l'éducation de ses propres enfants. Alors, elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais dit « je prends le contre-pied de l'éducation que j'ai reçue ». Mais effectivement, elle a élevé ses enfants, elle a eu beaucoup d'enfants en très peu de temps, et elle les a élevés elle-même. C'est-à-dire que les filles n'ont pas été au couvent, les garçons sont restés avec elle jusqu'à ce qu'ils aient 6 ans, puis ont été mis au collège, enfin en internat, ce qui était le sort des garçons aristocrates, et elle n'a pas pu l'empêcher, mais elle aurait souhaité le faire. Alors, est-ce que c'est malgré tout possible pour vous d'arriver à faire une lecture de ces rapports enfants-parents sans avoir en tête, et vous en parlez beaucoup dans le livre évidemment, la manière dont Françoise Dolto a transformé la manière dont on regardait ces relations? Alors, écoutez, quand on écrit un livre sérieux, que l'on soit historien, romancier, etc., pendant l'écriture, on pense toujours à des tas de choses personnelles. Mais évidemment, on ne les écrit pas parce qu'on écrit un livre sérieux. Donc, ce sont des souvenirs, des fantasmes, etc. Mais toute personne qui a écrit 3 lignes, c'est qu'en écrivant, on pense à autre chose. Là, le principe de la collection veut que, justement, on écrive ce à quoi ça vous fait penser.
Donc, c'est un exercice intéressant. Alors, effectivement, prenons les malheurs de Sophie. Tout le monde connaît les malheurs de Sophie. Il y a plusieurs manières de le voir. Les malheurs de Sophie, donc, les biographes ont dit Sophie, elle s'appelle Sophie, c'est elle. Évidemment, cette petite fille, Sophie, fait les bêtises que font à peu près tous les enfants de toutes les époques. Mais si c'était elle, si elle avait raconté sa vie, elle aurait raconté à quel point elle a été sanctionnée, battue, humiliée après avoir fait ses bêtises. Or, ce n'est pas du tout ce qu'elle raconte. Ce qu'elle raconte, c'est que à chaque bêtise survient une sanction proportionnée, et que cette sanction, finalement, la déculpabilise et relance sa curiosité. Autrement dit, il me semble qu'elle dit, alors évidemment, on se souvient des petits poissons, des abeilles, etc. Sophie était une tueuse en série, il faut le reconnaître. Il n'y avait pas que les poissons, il y avait les abeilles, il y avait sa tortue, il y avait son âne, enfin, elle en a tué énormément. Elle en exécute pas mal. Et elle a été elle-même menacée par les loups, les chiens, etc., etc. Donc on a tout l'imaginaire enfantin concernant les animaux. Mais à chaque fois qu'elle fait ce qu'on appelle une bêtise, sa mère dit c'est une enfant qui a des idées. Oui, elle a des idées. Hein, elle est curieuse. Elle a une sanction donc proportionnée, ce qui relance sa curiosité. Et finalement, alors tous les livres de la comtesse de Ségur se terminent bien, on va dire, et donc Sophie devient obéissante, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que ça montre ? Ça montre qu'une éducation, je parle d'une éducation de l'époque, hein, une éducation plutôt bienveillante, qui sanctionne de façon juste et qui n'humilie pas, etc., etc., rend les enfants bons. Voilà ce qu'est. Enfin, encore une fois, on peut le voir de toutes sortes de façons. Et curieusement, dans les biographies, en fait, on a très peu d'éléments sur sa propre enfance. Et donc, les biographes transposent ces livres en disant c'est elle, comme si c'était des autofictions. Mais ce ne sont absolument pas des autofictions. Elle se sert, bien entendu, comme n'importe quel romancier, de sa vie, de ce qu'elle a vu, etc., etc. Mais elle en fait autre chose, et elle en fait, en quelque sorte, des précis d'éducation. Alors, elle était passionnée, d'une part, par la santé des enfants et par leur éducation. C'est la passion de sa vie. Voilà. On va revenir sur des détails un peu précis, mais je fais un saut jusqu'à votre propre biographie. Vous parliez de bienveillance que encourageait l'œuvre de la comtesse de Ségur. Vous-même, vous avez une éducation dans laquelle la bienveillance semblait très importante dans votre enfance. Oui, je ne sais pas si j'aurais dit ça. Je pense que... comment dire ça ? Je n'étais jamais jugée. Voilà, j'ai une mère qui ne m'a jamais... Même pour vos bêtises ? Même pour mes bêtises. Et croyez-moi, j'en ai fait. J'ai une mère qui ne m'a jamais jugée. Quand je vois ce qui se passe autour de moi, j'ai pris conscience ultérieurement que c'était exceptionnel. Évidemment, quand c'est votre mère, vous pensez que toutes les mères sont comme ça. Ben non, elles ne sont pas toutes comme ça. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, j'étais très livrée à moi-même. On ne s'occupait pas tellement de moi. Et donc, ça, c'était très agréable aussi. Je n'étais pas soumise à une forte pression d'aucune sorte. Voilà. Mais vous disiez quel est le rapport avec Françoise Dolto. Alors, comme je venais d'écrire un livre sur Françoise Dolto, évidemment, en écrivant ce livre, ça m'a fait penser au livre précédent. Mais surtout sur le thème suivant, à savoir que, vous savez peut-être que Françoise Dolto a écrit un livre qui s'appelle « La cause des enfants ». Et il m'est apparu en lisant l'ensemble de l'œuvre que la comtesse de Ségur défendait dans chaque livre la cause des enfants. C'est-à-dire les enfants ne sont jamais eux-mêmes mis en cause. S'ils sont méchants, voleurs, tyranniques, etc., ce que dit la comtesse de Ségur, c'est que les enfants sont le pur produit de l'éducation de leurs parents. Et en revanche, les parents sont
entièrement mis en cause, et ça c'est absolument nouveau, elle est la première à le faire, car non seulement elle met en cause les parents des classes inférieures, comme on disait, c'est-à-dire les paysans de l'époque, mais les parents aristocrates. Et à une époque où les pères étaient tout puissants et où on ne critiquait jamais les parents, ça c'est une innovation incroyable qui d'ailleurs n'a eu, alors à mon grand regret, je n'ai trouvé aucune trace de l'influence qu'elle aurait pu avoir sur l'éducation, par exemple. Mais elle est la première à avoir radicalement mis en cause les parents. Alors, c'est toujours un peu binaire. Hein. Il y a les bons parents et les méchants parents. Hein. Les bons parents sont, des bons parents, ils sont un peu mièvres d'ailleurs. Les mauvais parents sont brutaux, tyranniques, maltraitants, négligents. Et franchement, il n'y va pas de main morte. Et je pense que les enfants... Alors, je me suis aussi interrogée, pourquoi est-ce qu'il y a tellement d'enfants dans le monde qui lisent La Comtesse de Ségur et qui continuent de la lire, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il y a une littérature enfantine extrêmement abondante. Je pense qu'il il pense aux enfants qui sont dans les livres, mais quand on voit la façon dont sont traités les parents, je crois que pour eux, c'est assez jouissif quand même. Alors, il faut évidemment rappeler, malgré tout, qu'il y a, dans votre livre, c'est très bien souligné la façon dont, à la fois, la comtesse de Ségur écrit pour ses petits-enfants, donc leur envoie le texte, et l'accompagne souvent d'un petit mot auparavant. Et dans ce petit mot, on voit une personnalité, une grand-mère, donc, qui est à la fois d'une extrême gentillesse avec ses petits-enfants, et qui est, évidemment, pour les critères d'aujourd'hui, relativement conservatrice quand même, qui rappelle toujours à l'obéissance. Oui, bien sûr. Alors, ce dont vous parlez, c'est les dédicaces qu'elle fait à ses petits-enfants. Donc, elle adressait à chaque fois un de ses livres à ses petits-enfants. Les dédicaces sont merveilleuses. Et donc, il faut, si vous lisez ou si vous relisez, il faut lire les dédicaces car elles sont absolument merveilleuses. La plus extraordinaire, c'est l'Anne Cadichon. Donc, elle fait une dédicace à l'un de ses petits-fils et c'est une lettre de Cadichon à son petit maître. Et c'est une lettre absolument merveilleuse. Mais encore, à chaque fois dans ses dédicaces, elle montre, elle dit à ses petits-enfants, tu es gentil, tu es ceci, tu es cela, parce que tes parents t'élèvent si bien. Hein. Et donc déjà dans les dédicaces, il y a tout ce qu'elle pense de l'éducation de ses enfants, de ses petits-enfants par ses enfants. Je pense que j'ai regardé les 4e de couverture qu'il y a aujourd'hui, puisqu'elle est maintenant dans le domaine public, donc évidemment beaucoup d'éditeurs l'éditent. Et les 4e de couverture, alors à l'époque ça n'existait pas, il n'y avait pas de 4e de couverture sur les livres de la Bibliothèque Rose. Maintenant il y en a. Elles sont d'une mièvrerie incroyable. Je veux dire, si vous lisez la 4e de couverture, franchement, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est nul. Alors que ces dédicaces sont d'une finesse absolument incroyable. Donc, je propose aux prochains éditeurs de mettre en 4e de couverture les dédicaces de la comtesse de Ségur. J'ai retrouvé le passage de la dédicace de l'Anne Cadichon. Peut-être que je peux en lire un tout petit morceau, parce que, comme vous dites, elle est savoureuse. Mon petit maître, vous avez été bon pour moi, mais vous avez parlé avec mépris des ânes en général. Pour mieux vous faire connaître ce que sont les ânes, j'écris et je vous offre ces mémoires. Vous verrez, mon cher petit maître, comment moi, pauvre âne, et mes amis ânes, Anon, Annès, nous avons été, et nous sommes injustement traités par les hommes. Vous verrez enfin que lorsqu'on aura lu ce livre, au lieu de dire « bête comme un âne, ignorant comme un âne, têtu comme un âne », on dira « de l'esprit comme un âne, savant comme un âne, docile comme un âne », et que vous et vos parents, vous serez fiers de ces éloges. Mon bon maître, je vous souhaite de ne pas ressembler dans la première moitié de sa vie à votre fidèle serviteur, Cadichon. Oui, ça, c'est sa dédicace que je trouve merveilleuse. Alors, curieusement, donc j'ai lu évidemment ce livre, et ça m'a fait penser, donc, Cadichon, c'est un âne qui comprend le langage des humains, mais qui ne le parle pas. Et donc, il lui arrive toutes sortes d'aventures, bien entendu.
Et et ça se termine de façon tout à fait morale, et ça n'est pas la fin que souhaitait la comtesse de Ségur. Mais admettons, ça m'a fait penser à ce qu'on dit des nourrissons, hein, qui comprennent tout, de mon point de vue, mais je pense que maintenant beaucoup de gens sont d'accord avec ça, et qui ne parlent pas. Voilà une association qui m'est venue à propos de l'Anne Cadichon, qui était tout à fait personnelle. Peut-être votre réponse me fait penser à un élément important de l'œuvre de la comtesse de Ségur, c'est qu'elle apparaît au moment où se créent les éditions Hachette, n'est-ce pas? Et que à l'époque, elle n'a pas forcément le dernier mot sur le texte. Elle essaye de l'avoir, mais elle l'a pas toujours, et notamment sur la manière dont les histoires se terminent. Alors, effectivement, les éditions Hachette, à l'époque, existaient un peu, mais c'est surtout le développement des chemins de fer, des lignes de chemin de fer. Et Louis Hachette part en Angleterre et voit des kiosques dans les gares. Là aussi, en Angleterre se développent les chemins de fer. Il voit des kiosques dans les gares où il y a des livres pour que les gens puissent se distraire. Et donc, il importe cette idée, et c'est les futurs relais H. Relais H comme Hachette. Et donc, pour approvisionner les relais H, enfin, ces relais de l'époque où il n'y avait que des livres Hachette. C'était un monopole. Et donc, pour distraire les voyageurs, il fallait des livres. Et il crée toutes sortes de collections, dont la Bibliothèque Rose. Voilà. Et la comtesse son mari, Eugène de Ségur, aristocrate pas très riche, occupe un poste un petit peu honorifique, mais qui lui permettait à lui aussi de gagner sa vie, au chemin de fer. Et donc, c'est par cet intermédiaire que Louis Hachette a rencontré la comtesse de Ségur, qui lui a donné immédiatement un premier livre, puis un deuxième, etc. Ces livres étant d'abord publiés sous forme de feuilletons, comme Balzac, comme Zola, Flaubert, je ne crois pas. Mais Balzac et Zola, Dumas, bien entendu, Eugène Sue, etc., etc. Donc c'était d'abord publié en feuilleton, puis en livre. Rappelons aussi une chose. Alors la censure, voilà. Donc à l'époque, il y avait une censure extrêmement importante. Premièrement, la censure de l'État. Ensuite, donc, il y avait la censure de l'État, et pour arriver à la censure de l'État, il fallait que l'éditeur censure tout ce qu'il pensait qu'il ne passerait pas à la censure de l'État. Ensuite, vous aviez donc une censure très importante de l'éditeur qui enlevait tout ce qui paraissait ne pas plaire à l'État d'une part et aux enfants par ailleurs. Donc ça faisait énormément de censure. Ensuite, vous aviez l'imprimeur qui voulait changer les noms, etc., etc. Et puis vous aviez la censure de son fils Gaston, qui lui-même était devenu religieux et qui veillait à ce que tout ça soit très moral. Donc au terme de tout ça, l'imprimeur envoyait le livre à l'État, donc qui donnait son autorisation, et ensuite le livre pouvait être acheminé dans les fameux relais dans les gares. Donc ça faisait beaucoup de censure. Alors malgré tout ça, il est passé des choses incroyables, je trouve. Absolument. Il y a une des relations parents-enfants qui est particulièrement spectaculaire, si je puis dire, dans la description que vous en faites, mais aussi quand même dans le descriptage un petit peu psychanalytique que vous en faites. C'est celle de Madame Desormes et avec sa fille Christine dans le François le Bossu. Oui, alors j'ai adoré François. Enfin, là, on a une relation bien dysfonctionnelle, quand même. Tout à fait. Alors, effectivement, j'ai retrouvé dans certains livres, pas dans tous. Je fais pas du tout une lecture exhaustive. Cette collection, ça doit être quand même assez léger. C'est-à-dire, c'est pas une biographie, c'est pas une lecture exhaustive, c'est pas une lecture psychanalytique. C'est une lecture au promenade, une déambulation. Voilà, au fil de ce qui m'a intéressé. Alors, effectivement, dans François le Bossu, il y a énormément de choses. Il y a la mort, extrêmement présente dans la plupart des livres de la comtesse de Ségur, la mort des enfants.
Il y a la négligence parentale. Alors la négligence parentale, aujourd'hui, c'est un sujet qu'on n'a pas fini de mettre en avant et de déceler. Il y a le handicap physique, là aussi, sujet ô combien moderne, on va dire, et la façon dont le handicap touche la relation avec les parents, touche la relation avec les enfants, etc. Et sur la négligence, alors il y a une femme, Madame. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, d'abord les couples avaient des enfants, qu'ils le veuillent ou non. Et quand ces enfants ne leur convenaient pas, je parle des milieux aristocratiques, ils le confiaient très volontiers aux voisins. Les voisins avaient des enfants, donc ils les confiaient aux voisins. Il n'y avait pas de juge pour enfants, il n'y avait pas tout ça. Et heureusement pour ces enfants maltraités, négligés, etc., ils pouvaient trouver dans le château d'à côté une vie plus confortable. Alors c'est ce qui est arrivé à la petite Christine dans François le Bossu, qui a des parents négligents. Qu'est-ce que c'est les parents négligents par rapport aux parents maltraitants? Les parents maltraitants font des choses qui sont interdites, on va dire interdites en tout cas aujourd'hui. Les parents, la négligence, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on ne fait pas. Et donc la petite Christine n'a pas à manger. Oui, elle est humiliée, mais quand même pas trop. Elle est maltraitée par sa bonne, mais elle ne dit rien parce qu'elle protège sa mère. Et sa mère est une femme qui n'a comme seul souci que de rester jeune, d'une part, et enfin ça c'est encore très moderne de rester jeune, et donc sa fille l'a vieilli. En grandissant, sa fille l'a vieilli, et donc elle la confie au père de François le Bossu pour ne plus la voir, pour qu'elle ne se sente pas vieillie. Alors effectivement, moi ça m'a rappelé des souvenirs de jeunesse où quelqu'un qui était plus âgé que moi d'ailleurs me racontait, Michel Manceau, pour ne pas la nommer, la journaliste Michel Manceau, me racontait que dans sa jeunesse, sa mère, qui était une femme assez connue, qui faisait de la télévision, etc., lui interdisait à l'adolescence de porter des bas et un porte-jartel. Alors à l'époque, évidemment, les bas et le porte-jartel, c'était ce qui permettait aux filles de montrer qu'elles étaient des jeunes filles. Et donc c'est quelque chose, quand elle m'avait raconté ça, ça m'avait absolument scandalisée, mais c'était exactement la même scène que celle qu'on retrouve dans François le Bossu, donc c'est assez amusant. Alors évidemment, la mort est omniprésente dans les livres, pratiquement dans tous les livres. Et dans François le Bossu, ce livre devait s'appeler La mauvaise mère. Elle lui avait donné pour titre La mauvaise mère. Évidemment, ses enfants et ses petits-enfants lui ont dit que c'était absolument impossible d'appeler un livre La mauvaise mère. Et elle avait dit oui, quand même, on ne peut pas appeler un livre La mauvaise mère. Mais il est question de ça quand même dans François le Bossu. Il est question du handicap. François donc est bossu et il est moqué, etc., par les enfants de son âge. Et on raconte que, la comtesse de Ségur raconte que, certes, il est difforme, mais il est très intelligent et plus intelligent que les autres. Mais curieusement, il n'y a pas qu'un seul handicapé, il y en a deux. Ce qui n'est évidemment pas du tout dit dans le titre. C'est-à-dire que dans cette histoire, deux garçons qui sont du côté des méchants, des mal élevés, etc., ont mis le feu en fumant des cigarettes, alors que bien entendu il est interdit de fumer des cigarettes, et ils ont été obligés de se jeter de la fenêtre, et ils ont été tous les deux gravement blessés, et l'un d'eux va mourir. L'un d'eux va mourir, et il va mourir chez François le Bossu, dont le père l'a recueilli, et il a des propos concernant la mort qui sont incroyables, puisqu'il dit « Je sais que je vais mourir », il doit avoir 8-9 ans, « Je sais que je vais mourir, et je ne veux pas le dire à mes parents ». Et finalement, oui, il est mort en bon chrétien, bien entendu, après avoir expié tous ses péchés, mais quand même.
Et ces propos-là, c'est ceux que j'ai retrouvés. J'ai travaillé pendant 25 ans avec une psychanalyste qui s'appelle Ginette Rimbaud et qui a publié un livre qui s'appelle L'enfant et la mort, où les enfants du XXe siècle disent exactement la même chose. Et là, c'est dans un livre pour enfants au XIXe siècle. C'est incroyable. Alors là, la censure n'a absolument pas tilté là-dessus. Ça passe très très bien. Il y a un enfant de 2 ans qui se noie dans une mare par négligence de la mère, aucun problème. Voilà. Donc quand on le lit aujourd'hui, c'est franchement assez surprenant. Vous voulez dire que par ailleurs, il y a une fixation aujourd'hui de l'inquiétude sur la manière dont les enfants peuvent voir la mort, alors qu'on voit chez la comtesse de Ségur qu'en réalité, ils en parlent. Exactement, on essaie de protéger les enfants, de ne pas leur en parler, etc. Alors que les enfants sont évidemment curieux, n'ont pas peur de la mort. Et c'est ce qu'elle montre, hein, et c'est ce que Françoise Dolto dit, elle aussi, dans ses livres. Les enfants sont curieux, et donc ils sont prêts à aller très loin, y compris à mettre le feu d'ailleurs, hein, pour voir ce que c'est. Mais c'est pas... voilà. Et donc, au lieu de les protéger et de leur dire, comme j'ai eu encore dans mon cabinet hier, papa est dans les étoiles. Papa est dans les étoiles. Voilà, donc ça c'est pour un enfant, c'est très très curieux parce que quand il regarde les étoiles, il a l'impression que son père le regarde. Quand on ne lui dit pas, papa est en voyage d'affaires. Donc cette pseudo-protection, voilà, pour la comtesse de Ségur, au contraire, il fallait montrer que les enfants étaient curieux de ça et puis qu'ils pouvaient avoir des accidents aussi, bien sûr. Alors, il y a une autre figure de rapport parent-enfant qui est assez extraordinaire, c'est celle de l'enfant roi. Non plus l'enfant négligé, dont on vient de parler, mais l'enfant roi à travers un texte qui s'appelle « Quel amour d'enfant », c'est ça ? Quel amour d'enfant. Alors franchement, si vous deviez relire un seul livre, lisez « Quel amour d'enfant » et quand même François El Bossu. « Quel amour d'enfant » est le livre le plus moderne, entre guillemets, à mes yeux aujourd'hui. Alors pourquoi moderne ? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'enfant roi qui serait dû à Françoise Dolto, etc. etc. Bon, je passe sur ce sujet-là qui n'est pas le sujet de la comtesse de Ségur. Vous avez une description absolument phénoménale de ce que c'est que l'enfant roi et de la façon dont les parents se comportent avec ce type d'enfant. Donc il s'agit de Gisèle, que l'on suit de l'âge de 9 ans à peu près, jusqu'à l'âge adulte. Et ça aussi, c'est absolument extraordinaire. Je vais vous en dire 2 mots. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est que la comtesse de Ségur, non contente de montrer que les enfants sont le pur produit de l'éducation qu'ils reçoivent, elle en montre également les effets à l'âge adulte, sur les choix de l'âge adulte, ce qui était pas du tout connu, su, etc. Nous-mêmes, on a eu... ça a pris un moment pour que nous-mêmes, nous nous en rendions compte. Et donc, on voit cette petite fille qui est extrêmement intelligente, plutôt jolie, etc., qui par ailleurs est infecte, comme tout enfant roi, et qui manipule ses parents, etc., avec des parents qui ne tiennent pas le choc du tout. C'est-à-dire que la mère lui cède tout et le père encore plus, c'est-à-dire ne soutient jamais la mère. Et la comtesse de Ségur montre que comment s'y prendre avec ce type d'enfant, hein. Les parents, il n'y a absolument rien à en attendre, ils cèdent tout, toujours, bien qu'ils trouvent que de temps en temps, ils devraient essayer de reprendre un petit peu d'autorité, mais ils n'y arrivent pas. Entre en scène une tante, une Madame de Monclin, et la première question qu'elle pose à Gisèle, elle lui dit « Es-tu heureuse ?» Ce qui fait penser quand même au cas de Dominique, hein, où Françoise Dolto commence comme ça par une phrase extrêmement brutale. « Es-tu heureuse ?» Et Gisèle répond « Non ». Et Madame de Monclin essaie de lui trouver des solutions. Elle lui dit si tu étais plus sage, plus obéissante, etc., tout le monde te trouverait plus jolie, etc., etc. Pense à Dieu. Alors évidemment, on est à l'époque, hein. Et Gisèle dit bah oui, j'aimerais bien être sage, obéissante, mais on me cède à tous mes désirs. Pourquoi y renoncerais-je ? Et Madame de Monclin ensuite lui suggère de se punir elle-même. Ses parents ne veulent pas la punir. Est-ce que tu peux te punir elle-même ? Alors elle le fait une fois, mais bon, elle cède également.
finalement, Madame de Monclin lui dit si tu allais au couvent, le couvent te renverrait. Donc, c'est même pas la peine que tu y ailles, puisque le couvent ne voudrait pas de toi comme tu es. Alors, évidemment, Gisèle est piquée, et elle va au couvent pendant 3 ans, et là, ça se passe très bien, et elle dit, j'ai trouvé ce que je n'ai pas chez moi. Alors, il y a une scène quand même absolument extraordinaire, avant de partir au couvent, si je puis dire, où, pour une fois, Gisèle est punie. Je ne sais plus quelle bêtise elle avait fait. Elle est punie, elle ne peut pas aller à une fête. Donc sa mère lui dit, tu resteras là, tu resteras à la maison, et nous allons partir à la fête. Et son père dit, ah non, ma pauvre petite, tu ne vas pas rester avec les domestiques, je reste avec toi. Ça se passe devant plusieurs membres de la famille. Et Gisèle dit, mon petit papa chéri, tu es merveilleux, etc., etc. Et elle lui dit, est-ce que tu m'aimes ? Alors le père dit, mais bien sûr, je t'aime. Est-ce que tu m'aimes plus que maman ? Il réfléchit et il répond oui. Voilà. Et donc, vous voyez, alors il n'y a pas d'inceste chez la comtesse de Ségur, il ne faut pas non plus... mais quand même, c'est une scène absolument incroyable. Alors la mère jette un regard éploré. Voilà, le père a transgressé au maximum de ce qu'il pouvait transgresser, c'est-à-dire en disant à sa fille qu'elle prenait la place de sa femme, en clair. On dirait aujourd'hui que l'interdit de l'inceste n'a pas été signifié au père. La fille, elle joue son jeu, elle joue le jeu que joue tout enfant. Est-ce que tu m'aimes plus que maman ? Ben non, je n'aime pas plus que maman. J'aime beaucoup maman, je t'aime beaucoup, mais pas de la même façon. Un père qui aurait intégré l'interdit de l'inceste, c'est ça qui répondrait. Donc, elle part au couvent, et puis au bout de 3 ans, elle revient. Les parents n'ont pas changé, et ça aussi c'est extraordinaire. Les parents n'ont pas changé, donc tout repart comme avant, et donc le seul moyen de s'échapper, elle a 17 ans, seul moyen de s'échapper, évidemment, le mariage. Là, il y a 2 prétendants. L'un a 40 ans, l'âge de son père, lui promet d'accéder à tous ses désirs, et bien entendu, c'est celui-là qu'elle va choisir. Mariage désastreux, elle va ruiner ce brave homme. Et elle reviendra repentante et pauvre chez ses parents. Alors, comme tout se termine bien, le premier prétendant, en fait, l'avait attendu, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants à qui il ne laissait rien passer. Voilà. Mais vous avez une description de ce qu'est l'enfant roi, c'est-à-dire l'enfant au centre de la famille, au centre du couple, ce qui était quand même pas banal à l'époque, qu'il est devenu malheureusement beaucoup plus aujourd'hui, avec des parents qui ont le souci de se faire aimer, et non d'aimer leurs enfants, mais de s'en faire aimer, ce qui est vraiment ce qu'on voit aujourd'hui. Et voilà, et le fait que ça donne comme résultat un résultat qui est terrible, c'est que l'enfant doit s'éduquer lui-même. Au lieu d'être éduqué par ses parents qui lui mettent des limites qui lui permettront de grandir, l'enfant doit s'éduquer lui-même. Et c'est les leçons que Madame de Monclin donne à Gisèle. Ce livre est absolument incroyable et devrait être enseigné, voilà, en tout cas en psycho. En tout cas en psycho. Vous avez absolument toute la description de ce phénomène qui n'était évidemment pas courant à l'époque. D'abord, qu'un père place ses enfants au centre de son couple. Je pense que les pères n'étaient pas du tout dans cette optique-là. Qu'un père veuille se faire aimer, un père et une mère, et comme seul souci de se faire aimer de son enfant, je pense que c'était pas banal du tout. Et là, il y a une sorte de prescience de ce qui va arriver aujourd'hui qui est incroyable. C'est absolument extraordinaire quand on imagine qu'à l'époque, grosso modo, dans ce milieu-là, on a plutôt tendance, en gros, à se débarrasser des enfants à l'âge de 5-6 ans. Absolument. Les garçons au collège militaire, les filles au couvent. Les enfants de l'époque, dans ce milieu aristocratique, n'étaient pas élevés par leurs parents. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre et cru lire dans beaucoup de livres. Alors, je pense qu'à la campagne, c'était quand même un petit peu différent. Mais quand même, les filles allaient au couvent. Alors, aucune des filles de la comtesse de Ségur n'est allée au couvent. Les garçons en pension, si ça, elle n'a pas pu y couper, si je puis dire. Alors, il y a quand même un autre élément. Tout à l'heure, vous parliez de la mort, qui était présente et qu'on ne se cachait pas. Il y a un élément, moi, dont je me souvenais très bien, et il y a quelques illustrations dans le livre, qui est la fessée.
La fessée, la violence faite aux enfants et la fessée administrée. Il y a des illustrations C'est quand même un élément assez central chez C'est central, absolument. Les mauvais traitements, la fessée en particulier. Alors, les souvenirs que j'avais, c'était essentiellement les gravures. Je me souvenais des gravures, pas toutes, il y a beaucoup de gravures, mais vraiment, certaines gravures étaient restées gravées, si je puis dire, dans ma mémoire. Lesquelles? Celles qui expriment un danger ou une maltraitance. Alors, un danger, il y a une gravure de Sophie dans Les Malheurs de Sophie qui a emballé son âne et on la voit absolument terrifiée, elle n'est pas encore tombée et quand elle tombera, elle se fera pas trop mal. Il y a les deux frères dont je vous ai parlé dans François le Bossu qui se jettent par la fenêtre et c'est une image absolument terrifiante dont je me souvenais très très bien. Et puis, il y a la fameuse scène des fessées. Alors c'est dans Les Petites Filles modèles. C'est dans Les Petites Filles modèles où Sophie a été confiée. Sophie, donc qui est la belle-fille de Madame Fichini, va être confiée à une autre famille, mais Madame Fichini n'est pas encore partie. Et il y a une fameuse scène où elle tient Sophie et elle lui donne une fessée. Et assistent les gentilles mères qui ne disent rien et les enfants à la fois effrayés et ravis, on va dire. Il y a beaucoup de scènes de fessées chez la comtesse de Ségur et je suis même sûre que pour les enfants qui le lisaient et qui le lisent encore, ces scènes sont extrêmement excitantes. Voilà, en tout cas, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Alors, excitante, pourquoi ? Il y a un texte de Freud qui s'appelle « On bat un enfant », qui est évidemment postérieur, puisque la comtesse de Ségur n'a pas connu Freud. Qui est un texte qui m'avait, quand je l'ai lu, assez jeune, je dois dire, c'est un texte qui m'a énormément marqué. Que raconte Freud ? Freud raconte que parmi les patients, les hommes et les femmes qui viennent le consulter, il n'est pas rare, chez les hystériques et les névrosés obsessionnels, comme on disait à l'époque, qu'il lui raconte ces scènes. Alors, ces scènes sous plusieurs formes. Mon père me bat. Mon père bat l'enfant que j'aime. Mon père bat l'enfant qu'il aime. Mon père me bat parce qu'il m'aime. J'assiste à une scène où un enfant est battu, etc., etc. Je ne vais pas vous décliner tout ça. Et ce que dit Freud est assez amusant parce qu'il dit actuellement, les enfants ne sont plus battus, dit-il, ce qui est faux, bien entendu. À son époque, fin 19e, début 20e, et même jusqu'à maintenant, les enfants étaient battus. Mais d'abord, je pense que lui n'a pas battu ses enfants d'une part, et d'autre part, s'il dit ça, c'est parce que ses patients ne lui en parlaient pas. Donc il dit, ils n'étaient pas battus, mais ils avaient lu des livres, et en particulier la comtesse de Ségur. Voilà. Et donc, ça devenait la source de leur fantasme. Et donc, s'ils n'avaient pas été eux-mêmes battus, ils avaient lu la comtesse de Ségur, où il y a ces scènes-là, et donc ils les fantasmaient. Dans la comtesse de Ségur, vous avez tous les états de ce fantasme. Et donc, on voit bien que c'était assez, on va dire, érotique pour les enfants. Et je dis dans mon livre qu'il ne faut absolument pas leur poser des questions à ce sujet. Voilà, vous les laissez tranquillement avec leurs fantasmes. Alors, quand on le lit aujourd'hui, enfin, quand on regarde ces scènes, on est effectivement, c'est assez surprenant. Il y a en particulier une scène qui a échappé à la censure, et je me demande comment c'est possible, puisque là, ça n'est pas un enfant qui est battu, c'est dans le général d'Ourakine. Dans le général d'Ourakine, il y a une gravure qui montre une femme qui s'appelle Madame Svetchine, qui est, alors c'est la nièce du général d'Ourakine. Elle est la mère de 8 enfants absolument abominables. Elle-même est une femme assez abominable et elle essaie de capter l'héritage du général d'Ourakine qui cherche absolument à qui donner son héritage. Et elle essaie de soudoyer un notaire. Et à un moment, donc elle essaie de le soudoyer. Elle entre dans une pièce
une trappe s'ouvre et la trappe se ferme au niveau de sa taille et par en dessous, mais on ne voit pas ça, on voit le dessus, par en dessous, elle est fouettée. Donc ça, c'est le texte qui le dit. Et la gravure montre les yeux exorbités de Madame Svetchine avec ses mains qui grattent le plancher comme ça et ses ongles qui arrachent le plancher. Donc c'est une scène absolument incroyable. Et là, la censure n'a rien dit. Ouais, voilà. Donc on se dit quand même, aujourd'hui, je suis pas sûre que ça passerait, quoi. Oui, cette dimension érotique sous-jacente, hein, parce qu'il n'est jamais question de sexualité. Non, il faut vraiment avoir... chez la comtesse de Ségur. Non, jamais directement. Hein. La sexualité chez la comtesse de Ségur, ce sont ces scènes la sexualité, les scènes, disons, excitantes, on va dire, érotiques peut-être, ce sont les scènes de fouet et les scènes de maltraitance. Et on comprend... Aujourd'hui, on dit toujours que les enfants maltraités sont évidemment des victimes. Je ne défends pas du tout la maltraitance, loin de là. Mais ce que l'on veut absolument ignorer, c'est la jouissance qu'ils peuvent en tirer et à laquelle ils ne veulent pas renoncer. Donc ça donne quelques malentendus entre ces enfants qu'il faut évidemment soustraire à leurs parents maltraitants, mais ne pas méconnaître ce qu'ils arrivent finalement à exprimer, car c'est de ça dont ils ont le plus honte. Voilà, ça vient plus tard, on va dire. Ça, c'est pas dans la comtesse de Ségur. Tout à l'heure, vous évoquiez évidemment des liens avec les travaux que vous avez faits, et notamment le travail sur Françoise Dolto. Est-ce que Dolto avait lu la comtesse de Ségur et qu'est-ce qu'elle en pensait? Alors oui, mais j'en ai jamais parlé avec elle. Mais oui, puisqu'à un moment, elle écrit, alors je ne sais plus exactement dans quel livre c'est, je crois que c'est Sophie qui est une ancêtre de Justine, la Justine de Sade. Donc elle avait lu la comtesse de Ségur. En revanche, sa fille Catherine, qui est une de mes meilleures amies, ne l'a jamais lu. Donc ça, c'est la seule, jusqu'à aujourd'hui, c'est la seule personne que je connaisse, en tout cas de ma génération, qui n'a jamais lu la comtesse de Ségur. Sa grand-mère ne la lui a pas lu et elle n'a jamais lu la comtesse de Ségur. Voilà. Et votre mère, est-ce qu'elle avait lu la comtesse de Ségur? Écoutez, j'en sais rien. En tout cas, je ne sais pas. Mais j'en ai jamais parlé avec elle non plus. Mais on ne parlait pas tellement de nos lectures. Mais en tout cas, tous ces livres étaient dans ma chambre. Et je suis obligé de le citer parce que vous évoquez un texte quand même assez extraordinaire, qui est public, puisqu'il a été publié par votre mère dans le magazine Elle, oui. Pour vos 7 ans. Oui, alors ma mère, que je voyais très peu parce qu'elle travaillait beaucoup et qu'elle était, on va dire, l'homme de la maison, pour mes 7 ans, à ma grande fierté, a publié dans le journal Elle, qu'elle dirigeait à l'époque, une lettre qui était une lettre d'anniversaire. Donc effectivement, cette lettre est évidemment publique puisqu'elle a été publiée et je l'ai repris aussi un petit peu plus tard. Et là, je l'ai relue, en partie, parce qu'elle est beaucoup plus longue que ce que j'ai publié, et qui est une lettre... voilà, on pourrait passer l'heure à commenter cette lettre. D'abord, ma mère écrivait très bien, donc déjà il y a un style. Et il y a dans cette lettre, elle imagine comment elle voudrait que je sois à l'âge de 20 ans. Donc à l'époque, j'ai 7 ans. Et elle imagine comment elle voudrait que je sois à l'âge de 20 ans, la jeune fille que je devrais être. Alors, en fait, quand je la lis aujourd'hui, alors je dois vous dire qu'à l'âge de 7 ans, j'étais davantage fière qu'elle ait publié cette lettre, plus que de son contenu, qui m'est passé un petit peu au-dessus de la tête. Après, je ne l'ai plus lu du tout. J'ai mené ma vie et je l'ai relu beaucoup plus tard. Et encore là, maintenant, voilà, parce qu'il y a un style qui est un peu ségurien. Vous me permettez d'en lire quelques lignes? Si vous voulez. Comme pas ça, tout. Non, vous inquiétez pas, je ne lis pas tout, mais je vais essayer de vous dire aujourd'hui comment j'aimerais voir ma fille le soir où nous fêterons ses 20 ans. Il se peut que ce jour-là, je n'ai plus de conseils à vous donner ou que vous ne supportiez plus d'en recevoir. Il se peut que l'amour m'aveugle sur vos travers, que l'âge m'incline à l'attendrissement, que je devienne prisonnière des conventions et que, sombrant dans la plus commune des ambitions maternelles, je rêve de vous voir épouser un ambassadeur. Il serait intolérable que vous ne fussiez pas jolie puisque vous n'avez rien de positivement laid.
Il dépendra de vous que vous preniez cette résolution à temps, à l'occasion de vos précédents anniversaires. Jeune fille ou jeune femme, vous m'obligerez en observant réserve, tenue et retenue. Vous ne boirez ni ne fumerez avec excès, vous ne parlerez ni ne rirez trop fort, vous n'afficherez jamais de trop tendres rapports avec un homme, qu'il soit ou non votre mari. Je passe quelques lignes. Voilà. Mais ça, j'aime bien ce passage aussi. Là. Vous vous soucierez moins d'être aimé, ce qui est à la portée de n'importe qui, que d'aimer ce dont j'espère vous serez capable. Vous saurez qu'il n'y a aucune gloire à souffrir et qu'il faut vous en défendre au lieu de vous y complaire. Vous ne vous plaindrez pas des hommes sur le mode désabusé, même si vous avez à vous plaindre d'un homme, ce qui vous sera d'ailleurs épargné, si vous consentez à ne pas attendre des autres ce qu'ils ne peuvent ou ne veulent vous donner. Tac. Plus les mœurs seront libres, plus vous prendrez soin de vous garder des aventures vulgaires dont on vous dira qu'elles sont sans importance. Dans ce domaine, tout doit demeurer important si vous ne voulez pas vous condamner à ce que rien ne le soit plus jamais. J'espère que l'on ne vous verra pas d'amis intimes et que vous garderez pour le papier le récit des mouvements de votre cœur, si tant est qu'il faille en faire le récit. L'amitié comme l'amour meurt d'impudeur. Secrète, forte, tendre et belle, oui, voilà, mademoiselle, comment j'espère vous voir le soir de vos 20 ans. Alors, quel que soit votre destin, je sais que vous l'assumerez avec dignité. Et vous, pour la remercier, vous vous êtes mariée à 15 ans. Exactement. Non, pas vous dire. Écoutez, quand je lis ça aujourd'hui, ça peut paraître un peu désuet et tout ça. Je ne le crois pas du tout. Je pense que c'est une leçon de féminité. Et pas de féminisme. C'est une leçon de féminité qui ne traite pas de la condition de la femme. Hein. C'était pas du tout ce sujet-là, mais de comment une femme peut rester d'abord fière, digne, et ne pas se laisser marcher sur les pieds. Voilà. Moi, j'ai été élevée dans la fierté d'être une fille. Donc, je suis pas du tout. Voilà. Dans ma famille, il n'y avait rien de mieux que d'être une fille. C'était une fierté, mais simplement après, il fallait être à la hauteur. Et je pense que vraiment, alors on peut lire de toutes les façons. Hein, on peut dire, mais c'est désuet, c'est ceci, c'est cela, les femmes aujourd'hui, etc. Non, pas du tout. Hein, quand elle dit, quand elle parle de l'amour en particulier, je pense que c'est éternel. Hein, et voilà. Donc je ne sais pas si j'ai pas de filles, hein, donc j'ai pas pu leur lire, mais j'ai plein de petites filles et on verra. Et ce que j'ai trouvé très intéressant moi en la lisant, cette lettre que je ne connaissais pas, c'est qu'il y a à la fois quelques conventions et en même temps entre les lignes, il y a un appel à prendre votre liberté, ah oui, votre envol qui est franchement un appel à la liberté. Hein. N'attendez pas des hommes qui ne peuvent pas donner. Je pense que c'est une leçon. Alors peut-être après je vous laisse. D'ailleurs. Après je vais céder le micro afin que vous puissiez poser toutes les questions que vous souhaitez. Peut-être en conclusion, qu'est-ce que aujourd'hui vous retenez de la modernité de la comtesse de Ségur et de ce qu'elle nous apprend encore à la lecture? Écoutez, bon, un, que c'est une œuvre, et deux, qu'elle a inlassablement défendu la cause des enfants. À sa manière, bien entendu, avec aussi les conventions de l'époque, bien entendu. Hein, elle était aristocrate, elle défendait les valeurs de l'aristocratie. C'est pas du tout une révolutionnaire, hein, la comtesse de Ségur. Mais sur ces sujets-là, quand même, je trouve d'une modernité incroyable. Elle a quand même gagné sa vie. Hein, à l'époque, c'était pas banal. Elle a obtenu. Alors à l'époque, les femmes ne pouvaient pas toucher l'argent qu'elles gagnaient quand elles étaient mariées. C'était seulement en 1907 que les femmes ont obtenu ce droit. Donc elle l'a obtenu de haute lutte de son mari pour elle, et en même temps, elle n'en a jamais fait une cause. Voilà, je pense que c'est ça. Hein, pour ses filles, elle a jamais dit. Moi, on m'a suriné toute mon enfance. L'indépendance, c'est l'indépendance financière. Il faut avoir un métier qui porte un nom. Elle l'a obtenu pour elle, mais n'en a pas fait une cause. Voilà, je pense que c'est toute la dualité de ce personnage, donc dont on dit qu'elle est conventionnelle, etc. Oui, bien sûr, aussi, mais pas seulement. Bon, la comtesse de Ségur, apparemment, vous l'avez tous lu et toutes lu aussi. Donc, je vous cède la parole. N'hésitez pas, vous levez la main et puis vous parlez bien fort pour qu'on vous entende.
Toujours une première ou un Juste premier. un petit mot, François Suron m'a chargé de vous présenter ses excuses pour son désistement très tardif, parce qu'il m'a appelé hier soir à minuit, mais il a vraiment pas pu venir. Voilà, mais je vous présente toutes ses excuses. Je pense que vous êtes très déçus de ne pas le voir. En vous laissant réfléchir, je vais poser une autre question parce que y en a une qui me vient à l'esprit, c'est la description des hommes justement par la comtesse de Ségur. Qu'est-ce qu'elle en dit, et notamment des pères peut-être? Il y a toutes sortes de personnages masculins. Alors, il y a les pères, il y a les pères et les maris, bien entendu. Il y a deux catégories. Hein. Le plus souvent, ils sont faibles, absents, lâches. Parfois brutaux, maltraitants, etc., etc. Vous avez le père de François le Bossu qui, lui, est entièrement dévoué à son fils. Et puis, vous avez des étrangers, des hommes étrangers très pittoresques. Vous avez des Anglais, un Anglais, un Italien. Et dans les dialogues, c'est formidable parce qu'elle transcrit la façon dont ils parlent phonétiquement. Donc, c'est très drôle. Alors, je peux vous dire qu'ils ne sont pas ménagés non plus. Hein. Les parents ne sont pas ménagés, mais les étrangers non plus. Vous avez même un noir, à mort, très bien traité, très bienveillant, etc. Voilà, vous avez toutes sortes de personnages. Les enfants découvrent quand même un monde. Hein. Un monde, ils découvrent des classes sociales très différenciées, des façons de parler. Ah oui, il y a une dernière chose que je voudrais dire. Donc, je vous ai dit, les étrangers parlent avec leur accent et leur accent est transcrit phonétiquement. C'est drôle. Une fermière ne parle pas comme une aristocrate. Donc, ça marque bien les classes sociales. Quand vous lisez les dialogues, donc évidemment, il y a beaucoup d'enfants. Ces enfants parlent un français parfait. Ils parlent un français, on va dire, élégant. Autrement dit, ils ne parlent pas enfant, entre guillemets. J'ai pensé, mais c'est vraiment une élucubration personnelle, que le fait que la comtesse de Ségur fasse parler les enfants comme des adultes, c'est-à-dire ce ne sont pas des adultes en miniature, mais ils parlent extrêmement bien, comme aucun enfant ne parle vraiment, et même à l'époque, je ne suis pas sûre que les enfants parlaient aussi bien. Ça indique, à mon sens, que les enfants de l'époque ont certes ils ont très peu de droits. Ils ont beaucoup de devoirs vis-à-vis des adultes, contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, mais ils sont, dans les livres, à égalité de sentiments. C'est-à-dire, ils sont à égalité d'affectivité, on va dire. Et je trouve que c'est par le langage le langage est bien sûr le contenu de ce qu'ils disent, mais aussi par le langage que l'on saisit qu'ils sont à égalité d'affectivité. Ce ne sont pas des adultes en miniature, mais ils ne sont pas moins que les adultes. Alors évidemment, c'est soutenu par un discours chrétien. Hein. Oui, bien entendu, mais il n'empêche que c'était quand même pas banal pour l'époque. Voilà. Est-ce qu'elle est à sa juste place dans la littérature française, à votre avis? Pas du tout. Enfin, d'abord, c'est pas à moi de lui donner sa juste place, mais je pense que d'abord, quand même, les œuvres complètes ont été publiées, pas tout à fait complètes. Hein, il manque quelques petites choses. Donc on peut le lire. Encore une fois, si aujourd'hui vous lisez La Comtesse de Ségur, je ne sais pas, je ne pense pas que vous allez aller dans une librairie et acheter les livres les uns après les autres. Il faut lire les œuvres complètes. Et c'est possible. C'est assez récent que ça soit possible. Mais vraiment, je vous le recommande. D'abord, ces œuvres complètes sont précédées de la correspondance avec son éditeur qui est absolument désopilante, et suivi d'un genre de dictionnaire qui est absolument passionnant par une des grandes spécialistes de la comtesse de Ségur. Donc vraiment, ça vaut la peine. C'est une lecture d'été parfaite. Non, toujours pas de questions. C'était si riche que vous aviez... Ah, bonjour. Bonjour, madame. Alors, je pense que ce qu'elle essaie de montrer, si vous voulez, à l'époque,
Euh, non, mais je vais reprendre quand même. À l'époque, les enfants étaient considérés mauvais par nature et devaient être dressés, pour dire les choses, voilà. Et dressés, encore une fois, par les coups, par l'humiliation, ils devaient être cassés. Voilà. Elle, ce qu'elle montre, c'est qu'il y a des enfants méchants, voleurs, etc., etc. Eh bien, ces enfants méchants, voleurs, etc., ont des parents méchants, voleurs, etc. Autrement dit, pour le dire brièvement, les chiens ne font pas des chats. Je n'adhère pas totalement à ça, là, aujourd'hui. Je ne vous dis pas, moi, aujourd'hui, les enfants sont le pur produit. Il y a d'autres choses qui se passent que d'abord, enfin, non, 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 c'est pas du tout la reproduction. Justement, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des aristocrates abominables. Alors vous avez aussi, bon, elle aimait pas ce qu'elle appelle les parvenus. Il y a les parvenus, ceux qui prétendent être aristocrates et qui ne le sont pas. Voilà, il y a toutes sortes de clichés aussi. Mais au-delà de ça, hein, elle montre quand même que voilà, les chiens ne font pas des chats. Et donc ne vous plaignez pas, quoi. Alors, sur la fessée aussi, c'est intéressant parce que euh, vous avez un texte de Rousseau, hein, Rousseau qui écrit ses mémoires, où lui montre dans ce texte l'influence qu'a eu sur lui la fessée de la dame qui s'occupait de lui quand il avait 8 ans sur sa sexualité future. Rousseau était un masochiste. Hein, il montre très bien, c'est un texte absolument enfin, très intéressant, hein, où il montre que, c'est pour ça quand je vous dis la fessée érotique, érotisante, etc., oui, ça induit la sexualité adulte, bien sûr, et ça c'est Rousseau qui le montre. Rousseau qui par ailleurs a une influence énorme sur l'éducation des enfants, alors que lui, il faisait pas du tout ce qu'il prenait. Hein. Donc vous voyez, c'est assez amusant. D'autres questions? Vas-y. Vous pouvez tout à fait en parler. Écoutez, je ne sais pas trop bien. Alors, bon, ma mère a été la première secrétaire d'État à la condition féminine, hein, donc voilà. Non, c'est pas féministe. Si, je pense que c'est profondément féministe. Au fond, je pense ça, hein, mais pas le féminisme d'aujourd'hui. Voilà. Je pense que ma mère a mis son féminisme en acte. Je pense qu'elle a aussi beaucoup œuvré pour les femmes, certainement, mais ma mère n'aurait jamais laissé un homme faire la cuisine à sa place. Elle savait coudre extrêmement bien, et elle en était extrêmement fière. Et voilà, je veux dire, il ne s'agissait pas de dire, encore une fois, à son époque, hein, ça change à toutes les époques, mais jamais elle n'aurait laissé un homme desservir à table, par exemple. Hein. Et pourtant, je pense qu'elle a été plus féministe que beaucoup des féministes d'aujourd'hui. Voilà, cette espèce de contraste, hein, c'est rester féminine ne veut pas dire qu'on cède sur l'essentiel, hein, le respect qu'on se doit, ne pas accepter des hommes ce qu'ils ne doivent pas faire, etc., etc. Voilà, pour moi, c'est ça le féminisme, mais devient une espèce rare. C'est vrai que la comtesse de Ségur, je ne connais pas beaucoup. Le grand souvenir que j'en avais dans ma jeunesse, c'est qu'on en parlait avec mes parents ou avec d'autres gens qui en avaient lu, notamment mes frères et sœurs. C'est que c'est un livre qui était cruel, qu'il est dur à lire, que ce soit pour un enfant ou même pour un parent. Donc la question, c'est peut-être pour pas me perdre dans les mots. Est-ce qu'on peut le voir comme un éducateur, un livre qui éduque, qui aide les parents à faire une bonne éducation aux enfants? Ou alors une vision de ce que c'était que l'éducation à l'époque et quelles sont les erreurs à ne pas reproduire par rapport au malheur de Sophie, à
Bah, prenez plutôt un bon petit diable. Hein, bon, elle est sur la même ligne que Dickens, si vous voulez, et où elle montre, elle dénonce les sévices qui étaient exercés dans les internats pour garçons, où d'ailleurs ses fils allaient. Hein, tous les internats, que ce soit des internats pour pauvres ou internats pour riches. Ces livres sont cruels, oui, il y a une forme de cruauté, absolument. Je pense que c'est pour ça que ça plaît aux enfants. Oui, le petit diable est un résistant. Hein. Ce que je dis dans mon livre, c'est que si la comtesse de Ségur écrivait aujourd'hui, elle écrirait Mortelle Adèle. Hein, l'enfant n'est pas victime, le bon petit diable est résistant. Hein, voilà, il fait peur à la mère Macmiche, etc., etc. Donc oui, mais dans ces internats pour garçons, et c'est ça qu'elle dénonce, il y a une cruauté incroyable. C'était la réalité. Hein. Mais si vous voulez, les auteurs un peu postérieurs dénoncent la maltraitance aussi, mais dans les milieux pauvres, pas dans les milieux aristocrates. Voilà, ça c'est quand même la grande différence. Là, je suis en train de lire Poil de carotte à un de mes petits-fils. Bon, c'est pas l'aristocratie, hein, et c'est postérieur. Oui, tout à fait. Tout à fait, mais Victor Hugo, effectivement, dénonce la maltraitance des enfants, mais pas par les parents. Bien, si vous n'avez... Je dirais La cause des enfants. Dans un roman, lequel faudrait-il lire? Moi, je dirais François le Bossu. C'est là où il y a un maximum de thèmes traités, on va dire. Mais voilà, vous pourriez en préférer d'autres. Bien, merci beaucoup, Caroline Eliachef. Merci beaucoup à vous.